Salam alaikum Azul, bonsoir. Nous sommes en des temps de disette pour tout ce qui est de la noblesse d'âme, de l'altruisme, de l'intégrité, de l'honnêteté intellectuelle, de la rectitude, du sens profond et généreux de la patrie, de la sincérité, de l'attachement à la beauté et à la vie. Nous en sommes loin, tellement loin, dans cette société qui est aujourd'hui la nôtre, où toutes ces valeurs qui nous fondaient et qui nous soudaient nous ont été violemment arrachées, extirpées du plus profond de notre être collectif. Des gens, embusqués à la périphérie de la révolution, de la guerre de libération nationale, ont volé le fruit de la victoire. Ils ont pris le pouvoir par la force, le meurtre, la ruse et la corruption. Et pour s'imposer à la tête d'un peuple neuf, qui vibrait d'allégresse et de joie, ils ont propagé leur mauvaise conscience et leur ignominie à l'ensemble du corps social, jusqu'à créer une grosse catégorie sociale de faux moujahidines qui allaient devenir leur rempart naturel. Et ainsi, tous ceux qui ont rejoint le régime prédateur se tenaient les uns les autres par le ciment du mensonge et de la falsification. Ils étaient devenus les maîtres du pays et ont fait main basse sur l'État naissant, balbutiant. Ils nous ont inséminé le virus du mal, de la corruption de l'âme, où l'étendard de l'arrivisme forcené, la Kfaza, flotte au plus haut du minaret, où les hommes dignes rasent les murs de la vie, où des bouffons tragiques et des déclamateurs tonitruants occupent des sièges de dignité, où ils s'essuient les pieds sur ce qui nous reste de dignité. Ils nous ont volé jusqu'à la mémoire de ceux qui nous ont libérés. Ils se sont taillés une place de choix au sein de ces frères et de ces sœurs qui nous ont donné leur vie. Ils ont acheté à vil prix la connivence des enfants de ces gens, de ces frères, de ces sœurs qui se sont sacrifiés pour nous. Oui, en ces temps de disette où nous n'avons d'autres sujets que les turpitudes de tous ceux-là qui ont dévasté notre pays, dans ce paysage hideux, tourmenté par des bourrasques violentes au milieu des miasmes fétides, des gargouillis qui montent des cloaques, des présences amies sont pourtant là, sont encore là, immenses, des ombres rassurantes de cyprès, de géants, qui se profilent du peu de lumière qui nous reste. Les présences immortelles de ceux que les adeptes du mensonge n'ont pas réussi à éclipser parce qu'elles sont nées du cœur même de ce qui nous a fondés, parce qu'elles sont l'émanation de ce que nous avons eu de plus beau, de plus noble, de plus sincère, de plus incorruptible, hors de portée de tous les corrupteurs qui n'ont pu ni les acheter, ni ternir leur chère mémoire. C'est de l'une de ces chères présences que nous allons parler aujourd'hui, dont nous allons honorer la mémoire comme autant de sources vives, de sources intarissables où nous irons abreuver notre soif de dignité, où nous allons nous laver de la souillure des voleurs de feu et de leurs innombrables nervis. C'est de Hussein Ait Ahmed, Rabbi Yerhamou, que nous allons parler aujourd'hui, de son engagement aux côtés de notre peuple, de son intégrité, des souffrances qu'il a endurées pour nous, de son incorruptibilité, de son attachement à cette Algérie indivisible, de son attachement aux valeurs les plus vraies de la démocratie et du patriotisme qui ne se décline pas par la haine de l'autre.
وقيع يديبون الوكاليس نديقوها أدين الحمد لله الله في الجدوديس بابا سيدو بدي تونس أثن دقيق الطرفيس يبغى يدي كل على إلا يخدم الحمد لله يجدد صياعي والراويس يبغى الثبوت يديرو الحمد لله الحمد لله ربي إيه أنشتاق يدير. Vous venez de voir les images de la veuve de Hussein Ait Ahmed, que nous saluons au passage, Madame Ait Ahmed, qui a révélé un testament de M. Ait Ahmed. Le voilà, je souhaite être inhumé dans mon village natal à Ait Yahya, à côté de ma mère, et que le corps de mon père... j'attends qu'elle revienne. Et que le corps de mon père inhumé à Tunis soit ramené en Kabylie pour être placé à côté du mien. Aucun tombeau ni mausolée ne doit être construit sur ma tombe, laquelle ne fera jamais l'objet d'aucune cérémonie de la part de toute autorité politique, de tout parti politique et autres groupements, ni d'aucune exploitation mercantile. Hussein Ait Ahmed, le 6 février 2012, c'est un testament écrit en 3 langues avec nous aujourd'hui pour commémorer ce 3e anniversaire de la disparition de M. Ait Ahmed Rabbi Rahmou. Le docteur Saïd Khalil, ex-premier secrétaire du FFS. Saïd Khalil, merci d'être avec nous. C'est avec émotion et avec reconnaissance que je suis convié encore de revivre l'enterrement d'Ait Ahmed, parce que ça reste un moment historique pour tous ceux qui ont vécu ce moment-là. Merci. Alors, Saïd Aknin, à côté de vous, militant des droits de l'homme et néanmoins dans le FFS, militant du FFS. Merci Saïd Aknin d'être avec nous. Merci Jameldine pour l'invitation. Et il est vrai que ce n'est pas facile. L'émotion de la perte d'un grand homme se renouvelle à chaque fois qu'effectivement nous commémorons cette date. Mais aussi, à chaque fois que l'injustice recule, nous le célébrons. Merci. Idir Ounoren, analyste politique, merci Idir d'être avec nous. Merci M. Benchnou pour l'invitation. Merci. Avec nous au téléphone, un ami, un grand militant du FFS, Tahar Khelfoun, qui est avec nous depuis Lyon au téléphone. Tahar Khelfoun, merci d'avoir accepté notre invitation. Tahar? Oui. Tahar, merci d'avoir accepté notre invitation à cette commémoration. Est-ce que vous nous entendez, Tahar Khelfoun? Oui, bonsoir Jamal. Bonsoir Tahar. Bonsoir Saïd, Khalil, que je salue bien. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien. Il faut juste diminuer le son de la télé qui est à côté de vous pour qu'il n'y ait pas de retour d'écho. Tahar Khelfoun, en tout cas, je suis très content de t'avoir avec nous. On est de vieux amis. Absolument. Alors, Tahar Khelfoun, vous avez été un ami très proche d'Ait Ahmed. Est-ce que vous pourriez nous faire un bref passage de son parcours, un bref rappel, pardon, de son parcours militant? Oui, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à l'occasion du 3e anniversaire de Sir Hussein? Évidemment, depuis sa mort, beaucoup de choses ont été écrites. Les historiens commencent un peu à se pencher sur son parcours et sur sa vie de militant. Ce que je peux vous dire, c'est avant tout un homme qui est d'une constance dans la militance et dans son combat pour l'indépendance d'Algérie durant le mouvement national à partir de l'année 1943. Et cette longévité, elle le singularise. Dans toute l'équipe qui avait fondé le LOS depuis... Alors, en 1942 ou 1943, quand il avait commencé sa carrière politique, j'allais dire, ou sa carrière militante, il avait 16 ans. Je tenais à le rappeler. Mais je vous laisse poursuivre, Tahar. Et donc, il y a des moments comme ça qu'on peut retenir de son parcours.
il y a la création C'est le hold-up de la poste d'Oran avec Ben Bella. C'est exact. Alors, le hold-up de la poste d'Oran, je crois qu'il est revenu assez longuement dans son mémoire, enfin, son livre Mémoire d'un combattant édité à Paris. Bon, ça retrace un peu la période de 43 à 52. L'attaque de la poste d'Oran, nous a-t-il expliqué à plusieurs reprises, est dû au fait qu'il n'y avait pas d'argent. Parce que Missali, à un moment, n'était pas tout à fait favorable à la création de cette organisation, donc il n'avait pas remis aux responsables de l'OS qui était Aït Ahmed à l'époque suffisamment d'argent pour acheter des armes. Ils ont commencé à acheter des armes en Libye. Et donc, il nous avait expliqué, je ne suis pas le seul, en tout cas à plusieurs reprises, il a expliqué même dans son ouvrage Mémoire d'un combattant que faute d'argent, il fallait trouver de l'argent. Et donc, avec le groupe, je pense, il y a Hamou Boutlilis, il y avait un groupe à Oran qui dirigeait parce que le responsable d'Oranis c'était Ben Bella, donc Aït Ahmed avait un peu planifié, il y avait une première tentative, puisqu'une seconde, c'est la seconde qui a abouti, pour récupérer cet argent. Donc il a personnellement organisé cette attaque de la poste d'Oran sans effusion de sang. Il tenait absolument à ce qu'il n'y ait pas d'effusion de sang, pas une balle ne soit tirée, et récupérer cette somme. Bon, ils ont réussi à récupérer 3 millions de francs à l'époque. Et avec cet argent, il nous a expliqué qu'ils avaient acheté des armes italiennes, je crois italiennes et allemandes, à Gadames. Alors, et ça, c'est en 1949. En 49. Juste après, Ben Bella a été arrêté et condamné à 5 ans de prison, et Aït Ahmed a dû s'enfuir en Égypte en 1952, il me semble. C'est exact. Alors, l'os a été démantelé au printemps 50, et Hussein Aït Ahmed très rapidement est rentré dans la clandestinité. Il a été hébergé, enfin, il a été pris en charge par la famille Toudet, qui va devenir par la suite sa belle famille, puisqu'il a épousé Djamila, la fille d'Amar Toudet, un ancien militant du PPA, MTLD, et qui était donc pris en charge par cette famille pendant toute la période de la clandestinité. Il était dans la clandestinité pendant 1 an chez cette famille, puis le parti l'a aidé à traverser, donc à venir en France, à Paris. Et de Paris, il a rejoint le Caire en 1952. Et c'est à cause de ça, nous dit-on, parce qu'il se trouvait au Caire avec Haïdar, Mohamed Haïdar à l'époque, qu'il n'a pas figuré parmi les 6. On dit que Aït Ahmed fait partie des 9 et non pas des 6 qui ont déclenché la révolution. Il ne pouvait pas être parmi les 6 parce que tout simplement, il était en fuite en Égypte. Absolument. Il est passé par Paris, ensuite il a rejoint la Suisse, et de la Suisse il a rejoint le Caire, et il a rejoint la délégation extérieure et le bureau arabe qui était dirigé, le bureau du Maghreb arabe, qui était dirigé par le Khattabi, Abdelkrim Khattabi au Caire. Et alors, c'est en 1955 qu'il commença réellement sa grande carrière politique et diplomatique, parce qu'il dirigeait la délégation extérieure algérienne qui s'est rendue à Bandung. Et là, Tahar Khelfoun, vous avez des choses à nous dire, puisque Gilbert Meignet, l'historien qui est très proche de vous, qui était votre ami, avait relaté les faits. Mais Aït Ahmed, vous avez confié que certains faits n'ont pas été rapportés de façon assez fidèle. Est-ce que vous pourriez éclairer notre lanterne, Tahar Khelfoun? Oui, c'est exact. Alors, juste deux mots, Jamel, pour dire que il a commencé, il m'a expliqué qu'il avait commencé à sillonner l'Asie en essayant de convaincre la délégation extérieure que l'avenir de l'Algérie se jouait en Asie. Et donc, dès 1953, il commençait un peu à mettre en place des comités de soutien à la cause algérienne dans les pays asiatiques, notamment la Birmanie, le Pakistan, l'Inde et l'Indonésie. Et en l'année 53-54. En 55, en avril 55, il a participé à la délégation qui a pris part à la conférence, à la grande conférence de Bandung. Et là, à un moment, je lui ai fait rencontrer Gilbert Meignet à Lausanne.
il a interrogé sur un certain nombre de questions avant la publication de son livre Histoire intérieure du FLN. Et quand le livre est sorti, Gilbert avait noté que Aït Ahmed a accompagné Mohamed Yazid à Bandung. Donc Aït Ahmed m'appelle, il me dit, bon voilà, l'historien s'est trompé, moi je n'ai pas accompagné Mohamed Yazid à Bandung, mais c'est le contraire. Il m'a accompagné à Bandung et il a été écarté par Ben Bella, par certains centralistes, comme tous les centralistes, Saad Haleb, Mehri, Mohamed Yazid, etc. Ben Bella les a écartés, puisque pour Ben Bella, les vrais chefs historiques du FLN, ce sont les 9, il n'y a pas d'autres. Et il m'a dit, je l'ai récupéré. J'ai récupéré Mohamed Yazid, il m'a accompagné, et en arrivant à Bandung, il était malade, il est tombé malade. Et Gilbert, ce qu'il avait induit en erreur, c'est surtout la consultation d'une archive rédigée, je pense, par l'ancien ministre de la Culture de Marla Trousse. Une archive écrite en arabe, dans laquelle il expliquait que c'est Yazid. Donc pour réduire l'épaisseur de Aït Ahmed, donc il fallait dire que c'était Yazid. Donc c'est surtout Yazid. Il parlait cette archive privée parlait de Yazid. Et c'est ainsi que j'avais recontacté Gilbert. Je lui ai dit, bon voilà, si tu peux faire un rectificatif. Gilbert a été très très honnête, Allah yarhamou, en me disant, je pense que Houssine a raison, mais il me faut un écrit. S'il me fait un écrit, en précisant les points qu'il soulève, moi je suis prêt à rectifier et à corriger l'erreur, en mettant qu'effectivement c'est Houssine Ahmed qui était le chef de la délégation, et c'était lui qui a beaucoup activé à Bandung pour que ensuite, dans la 11e session de l'ONU en 1956, la question algérienne a été inscrite. Grâce à l'action d'Aït Ahmed en 1955, et là on retrouve aussi d'autres écrits, notamment l'indépendance confisquée de Farhat Abbas et d'autres historiens ici suisses qui ont repris un peu la question et qui confirment que finalement c'est Aït Ahmed qui a été effectivement la cheville ouvrière pour l'internationalisation de la question algérienne sur le plan international. Et en cela, on peut dire qu'effectivement, Hussein Aït Ahmed est le premier diplomate algérien. Alors, la révolution en 1954, et puis en 1956, l'avion dans lequel se trouvait Aït Ahmed avec Ben Bella, Mustafa al-Sharaf Khayder, est arraisonné, Boudiaf aussi, est arraisonné entre le Maroc et la Tunisie par l'aviation française et ils sont emprisonnés donc dans diverses prisons pour atterrir finalement dans la prison d'Aulnay. Oui, c'est exact. Juste un point, je voulais revenir sur un point qui me paraît très important, là aussi on l'a appris grâce à Aït Ahmed. Alors dans son action pour convaincre les grands dirigeants de l'époque qui étaient réunis à Bandung, et il nous a appris, et vraiment grâce à lui, que finalement autant il n'a pas trouvé de difficulté à convaincre notamment Jamal Abdel Nasser qui était acquis à la cause algérienne, il y avait aussi Chou Enlai, le chef du gouvernement de la Chine, et il y avait Nehru. Ce sont les trois chefs d'État, chefs de gouvernement qui avaient beaucoup de poids et qui ont pesé de tout leur poids pour reconnaître la cause algérienne et la défendre dans la 11e session, lors de la 11e session de l'ONU. Alors, il m'a appris quelque chose. Je ne figure pas sur les manuels d'histoire, comme on dit. Mais sinon, parce qu'il ne nous reste plus de temps, nous allons devoir vous libérer, comme vous nous l'avez demandé. En 1962, il sort de prison, il découvre la crise du FLN qui va en s'accentuant jusqu'en été 62. Et alors là, il accuse ouvertement certains parmi ceux qui essaient de prendre le pouvoir de se servir de la force pour prendre le pouvoir. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus avant qu'on ne se quitte? Bien sûr. Alors, en mars 62, il sort de prison avec les 5 dirigeants du FLN arraisonnés, dont l'avion a été arraisonné par l'armée française lors du vol du Maroc à la Tunisie. Et ils seront un peu à Tripoli, ils seront aussi à Tunis pour rencontrer les dirigeants. Et c'est là, en tout cas, ce que nous avons appris avec lui, c'est qu'il s'était rendu très très tôt de l'orientation qui n'était pas du tout souhaitable pour le pays. Mais la marge de manœuvre était effectivement étroite,
il avait tenté, nous a-t-il expliqué à maintes reprises, une opposition au sein de l'Assemblée, puisqu'il a été élu sur la liste unique du FLN comme représentant. Il a été élu après avoir démissionné de toutes ses fonctions institutionnelles. On le fait revenir pour l'élire membre pour l'Assemblée constituante. C'est exact. Oui. Oui, c'est exact. Il avait démissionné de toutes les fonctions politiques. Et puis, bon, on l'a fait venir pour qu'il soit élu député. Il a tenté une opposition légale et pacifiste à l'intérieur de l'Assemblée, aux côtés de Farhat Abbas. Donc, il apprécie beaucoup la présidence, même si parfois, bien évidemment, il y a des situations sur lesquelles il y avait des divergences de point de vue, mais il a une très haute idée de Farhat Abbas et de tout ce qu'a fait Farhat Abbas à l'époque. Mais simplement, cette opposition légaliste à l'intérieur des institutions s'est soldée par, il faut le dire maintenant avec du recul, bien sûr, a posteriori, s'est soldée par un échec. Il était constamment contrarié, constamment mis en minorité, etc., puisque, bon, à l'intérieur de l'Assemblée, il y avait plus de militaires que de civils. Donc les militaires à l'intérieur de l'Assemblée constituante étaient beaucoup plus nombreux, donc ils obéissaient aux ordres de l'armée, donc de Boumediene, qu'il ne fallait pas bouger d'un iota sur les positions prises par Ben Bella, Boumediene, etc. Et donc d'où bien évidemment sa démission, bon, notamment après la démission de Farhat Abbas, et c'est comme ça que, bon, avec d'autres responsables de la 4, de la Oulaya 3, de l'Oranie, etc. Ils ont créé le Front des Forces Socialistes en septembre 1963. Tahar Khalfoun, merci infiniment de nous avoir fait de nous avoir présenté cette courte description du parcours d'Aït Ahmed. Au plaisir de vous revoir. Un grand bonjour à notre ami commun Adil Houari. Au plaisir, Tahar. Alors, nous sommes en 1963. Il s'est passé ce qui s'est passé. Aït Ahmed décide de déclarer la guerre à ces intrus qui ont fait main basse sur la révolution. Et c'est désormais les maquis de Kabylie. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire Non, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. On n'a pas déclaré la guerre. Oui. Donc, il y avait la crise de 62. Et effectivement, à un moment, on a essayé de la désamorcer par la constituante. Et rapidement, avec l'élection de Ben Bella, donc au poste de président comme candidat unique, cette assemblée était acculée. Et Ben Bella va faire adopter une constitution dans un cinéma, le Majestic. Oui. Et du coup, toute l'opposition était pourchassée. C'est à l'époque où Boudia Fikri ou Varalgiri, à l'époque où Farhat Abbas est envoyé au sud en résidence surveillée. Et Aït Ahmed, avec un certain nombre d'amis, essaie de créer une opposition légale, une opposition politique. Il se retrouve donc effectivement en Kabylie, parce que historiquement, les forces de l'intérieur, principalement la Wilaya 3 et la Wilaya 4, s'étaient opposées à l'avancée de l'armée des frontières, la prise d'Alger. Il ne faut pas, occulter l'histoire. Et il y a eu des affrontements au niveau de Bougari avec des morts. Des combattants de la libération nationale qui ont résisté à l'opération Chal, ont été tués par leur frère. Leur frère qui venait de Tunisie. Qui venait super armé, avec des blindés. Des tanks, des chars, des canons. Donc, avec une puissance militaire pareille, la France n'aurait pas tenu le coup. Donc, eux, ils se sont découverts l'âme de combattant. Un certain été 62. Et donc, Aït Ahmed essaiera d'organiser une opposition pacifique, et c'est l'armée, qui a été reconvertie en armée nationale populaire, la LN, oui. L'armée des frontières que Bella et Boumediene transforment en ANP, qui vont venir occuper, qui vont venir marcher sur les montagnes de Kabylie. Et là, je vous arrête un moment parce que c'est très important, c'est un tournant fatidique de l'histoire. Oui. Nous devons rappeler quelque chose, un détail très important de cette complicité entre Ben Bella et Boumediene, qui n'est pas venue comme ça. Nous rappelons qu'avant l'indépendance, général de Gaulle, avait accepté que Bouteflika, qui était un commandant de la LN, qui était un commandant mali à l'époque,
entre en France pour rencontrer les prisonniers d'Aulnay, prisonniers historiques. Sauf que un problème se posait. C'était un rebelle pour la France, et il ne pouvait pas entrer en France, et encore moins rentrer dans une prison française. Donc De Gaulle a demandé aux autorités marocaines, Boumediene, De Gaulle a demandé aux autorités marocaines de remettre un passeport marocain à Bouteflika. C'est avec un passeport marocain donc qu'il est entré en France, qu'il a été reçu par les autorités françaises, accompagné jusqu'à la prison, où il a rencontré le prisonnier donné. Et là, nous allons laisser Aït Ahmed nous raconter la suite. Ils avaient envoyé Bouteflika pour recruter un historique. Ils voulaient d'abord convaincre Boudiaf de les rejoindre, mais Boudiaf leur a dit qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous prenez au moment des élections, vous divisez le pays, au moment où il fallait être sur une position de force dans la négociation. Il a été très dur à l'égard de l'état-major. Donc, out. Bouteflika a éliminé Boudiaf. Moi, il n'est pas question, en ce qui me concerne, il connaissait un peu mon point de vue idéologique, non pas mon caractère, mais mon point de vue idéologique, pas idéologique, politique. Et ils se sont rabattus sur Ben Bella. Et ils se sont rabattus sur Ben Bella. Quel était le sens de l'accord? Le message que Boumediene a envoyé donc d'abord à Boudiaf et combien il n'a pas accepté à Ben Bella. Je fais de vous le futur président de l'Algérie. Ça est avant l'indépendance, avant les événements de juillet, à condition que vous fassiez de moi le vice-président et le ministre de la Défense. Parce qu'il pensait prendre le pouvoir déjà bien avant. 3 ans plus tard, il va balayer Ben Bella qui a accepté son accord et devenir le chef de l'État. Je vous laisse poursuivre et si quelqu'un veut commenter. Oui, donc en fait c'est une programmation. C'est un acte fondateur. C'est enfin même les premiers chefs historiques pendant déjà la guerre de libération, les Ben Mehdi, tout ça, sentaient venir ces préparatifs pour l'après-indépendance. Et beaucoup avaient dit, pourvu qu'on ne survive pas à l'indépendance, parce qu'il se passera des choses atroces entre frères, etc. Donc, et là, alors, après 58, tout le monde, après quelques années d'une guerre atroce et tout ça, l'indépendance était inéluctable. Et il y a toujours des gens, si vous voulez, plus préoccupés du pouvoir que de la liberté du pays ou de l'avenir du peuple. Et ceux-là ont bien préparé leur coup. Et c'est comme ça qu'ils ont envoyé Bouteflika négocier, préparer le futur président. Et sur cet acte fondateur, Idir, Saïd, sur cet envoyé spécial de M. Boumediene pour préparer la prise du pouvoir avant l'indépendance? Comment peut-on le lire à plus de 60 ans de recul? Je veux dire, finalement, le putsch avait commencé déjà en 1957. Le souci, c'est celui-là, c'était l'armée et la colonne vertébrale. Et quand Saïd disait que les maquis kabyles ont été réduits et massacrés par leurs frères d'armes, ce n'est pas leurs frères d'armes, c'est pas possible. Juste pour rappel, c'est qu'il y a eu 400 morts en Kabylie. Oui. Ces 400 morts, le FFS et les amis du FFS et tous les démocrates et tous les militants de droits de l'homme ont milité pour leur mémoire. Les camarades du FFS, et je pense sous le contrôle d'un premier secrétaire du FFS, les appelaient les martyrs de la démocratie. Est-ce qu'ils ont été inscrits à l'actif des Chouhada? Oui, justement, c'est là où je veux en venir. Ouais. Il y a eu des dispositions faites par le groupe parlementaire du FFS, je crois, sur 2 mandatures, pour restituer ces 400 martyrs dans le récit national et avoir le statut de moudjahid. Ouais. Mais nos camarades du FFS les appelaient les martyrs de la démocratie. Mais ce pouvoir, comme c'est un pouvoir militaire, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, ce que M. Khalfoun disait, sa matrice étant militaire, fatalement, le fait de réintroduire et de restituer ces 400 martyrs de la démocratie dans le récit national pose un problème d'analyse. Pourquoi ces 400 martyrs? Et ça ouvre, parce que, il faut le dire, c'était une confrontation armée. C'était une guerre armée. C'est ça le souci. Et pour revenir à M. Aït Ahmed, on ne peut pas résumer 72 ans de vie politique sur quelques aspects en segmentant sa vie. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Sa vie, c'est un continuum. 16 ans jusqu'à son décès. Et là, on parlera de différentes étapes, dont le rapport de Zedine, qui, pour moi, a préfiguré de la Soumam.
À l'intérieur, tout est fait, M. Benchenouf. D'accord. Il a imaginé, élaboré, conceptualisé toute la révolution algérienne, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan financier, sur le plan de l'organisation. Tout a été fait. Et même dans le rapport de Zedine, et j'invite pratiquement tous les téléspectatrices et téléspectateurs à se le procurer et à le lire. Il n'avait que 22 ans. M. Khalfoun a dit, ce n'est pas lui qui l'a rédigé, c'était une équipe, évidemment, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a même dit, à l'intérieur de ce rapport de Zedine, on ne sera jamais inféodé à nos alliés. Dans la plateforme de la Soumam, on ne sera jamais ni Londres, ni Washington, ni le Caire. Pour vous dire que ça préfigurait déjà de ce qu'a été l'œuvre de M. Aït Ahmed, qui pour moi, je le dis encore une fois, c'est l'un des rares hommes politiques. D'abord, il a eu le temps d'écrire peut-être, parce que les Ben Mehdi, les Ben Boulaïd, tous les grands de notre révolution n'ont pas eu le temps d'écrire. Il a écrit, il a produit politiquement. Et c'est peut-être l'un des rares hommes politiques algériens, je le dis avec beaucoup d'émotion. Pourtant, moi, j'étais dans la crèmerie à côté. Je peux vous dire une chose, c'est un homme de projet, alors que tous les autres ont été des hommes d'ambition. Et d'ambition vraiment qui n'est pas très belle à voir au vu des résultats où se situe l'Algérie. On va essayer d'avancer un peu parce que... oui, un mot, après on va essayer de passer à d'autres étapes. Un mot. Oui. Notre président légitime disait, sur une autre chaîne de télé, quand on l'avait invité, il disait, mais comment se fait-il... Quand vous dites notre président légitime, vous parlez d'Aït Ahmed. Aït Ahmed, il disait que moi, je ne suis pas un intrigant. C'est-à-dire la pratique politique d'Aït Ahmed était l'éthique, la morale et l'intégrité. Depuis qu'il avait fait son serment, me semble-t-il, selon le témoignage de ses camarades de classe, un certain 17 mai 1945, ce fut à Tizi Ouzou. Il avait dit ceci, je dédie ma vie, je vous fais serment de dédier ma vie à l'Algérie. Et depuis ce jour-là, il n'a jamais renoncé, et à plusieurs moments. Le premier moment, il a été si bien développé par mes frères ici, c'est le moment du militant. Le moment du militant, c'était son apogée, je crois, comme on l'a si bien dit, durant cette... parce que militant, c'est à plusieurs sens. C'est le militant de l'insurrection, de la guerre de libération nationale, et puis par la suite, le militant de la démocratie et des droits de l'homme. Ensuite, il y a le temps de la diplomatie. Et enfin, il y a le temps du consensus et le temps de la construction. Le temps du militant, il avait prouvé que non seulement il était proche du peuple, c'est un militant humble, c'est un enfant des entrailles du peuple, et d'ailleurs, dans le mémoire d'un combattant, il a utilisé une expression qui a une très forte charge dans notre langue, à savoir « annouz ». Et en kabyle, on dit « annouz », ça veut dire c'est celui qui est humble, celui qui est modeste, celui qui s'efface, celui qui n'est pas là à se mettre, et qui se met en valeur au détriment des autres. Et humble. Et aussi, il a utilisé, dans une autre interview, il a parlé des convictions. Que lui-même, quand il avait refusé en 1992, quand il lui avait proposé, le criminel lui avait proposé le poste de président, lui a répondu que moi, j'ai des convictions. Eh bien, justement, nous avons cette vidéo, mais avant, je voudrais juste préciser comme ça pour le déroulé factuel, que pendant la crise des maquis kabyles, enfin la résistance des maquis kabyles de 1963, les hommes ont arrêté de combattre après la déclaration de guerre avec le Maroc. En 1964. Ils ont arrêté pour ça. Ça a été, après, Aït Ahmed a été arrêté. Ils ont rejoint les frontières, oui. ont combattu les frontières. Oui. Avec voilà. Une fois que c'est réglé avec le Maroc, les hostilités ont repris, parce que politiquement, ce n'était pas réglé. D'accord. Mais pas avec autant d'intensité. Évidemment, c'est la conjoncture a changé. C'est-à-dire, c'est un petit peu... Parce que le rapport de force, il était plutôt favorable avant le coup du Maroc, militairement parlant. Parce que, peut-être en nombre, la wilaya Taroua
Une partie de la carte. était moindre, mais en capacité militaire, en efficacité. Et puis l'incarnation du mouvement, Oui, la oui, personnalité de ceux qui l'incarnaient. Et en bravoure, je disais, la Wilayat Rawa était d'une efficacité redoutable. Tu vois, redoutable, d'ailleurs, il faut dire aussi qu'elle a infligé des pertes aussi. Mais ensuite, si vous voulez, ça a continué. La preuve, Aït Ahmed sera arrêté en avril 64. 64, arrêté, condamné à mort. Condamné à mort. La peine conmuée à vie. Puis c'est l'évasion. Le FFS militaire continuera jusqu'à juin 65. Il y aura les accords FFS-FLN. C'est le multipartisme, il faut le dire. Voilà, les prémices du multipartisme. Et curieusement, et c'est là que le coup d'État est arrivé. Et curieusement, Aït Ahmed était toujours contre le multipartisme. Ce n'est qu'avec l'avènement du FFS qu'il a changé d'avis sur le multipartisme. Non. Quand il était au FLN, il a toujours exprimé... un épisode, c'est-à-dire un fait important, il y avait la tendance communiste à l'Assemblée. Oui. Ou alors le Parti communiste était actif en 62. Aït Ahmed était le seul à demander à ce que le Parti communiste active en toute liberté pour éviter la clandestinité, pour éviter les dérives clandestines, etc. Ça veut dire qu'il était pour le multipartisme. Il était pour. Je pense que ça l'a rapproché de Farhat Abbas. Oui, tout à fait. Parce que sous le sceau d'une personne que tu connais, qui m'a rapporté que Farhat Abbas, après l'épisode que tu as si bien décrit, etc., et la lettre de démission à la fin de Sel Hussein et de Farhat Abbas, Farhat Abbas, au départ, a dit, malgré le fait qu'en Tlemcen et compagnie, que chacun retourne à son écurie, en ces termes. Qui est communiste, qui est PPM, TLD, bon, c'était et nous allons essayer d'aller un peu vite. Saïd fut arrêté, il était l'un des rares à avoir pris des positions contre son arrestation. Aït Ahmed, le 1er juillet 1962, il est allé à Ain el-Hammam où il y avait une réunion du PRS. Et il était question à ce qu'il fasse un coup d'État. Pourquoi en 62 le PRS existait déjà? En 63 plutôt. Ah bon? En 63. Il existait beaucoup plus tardif. Non, il existait déjà. Il existait déjà en 62. Il existait déjà en 63 plutôt. 1er juillet. Ils n'étaient pas rangés tous les deux. D'accord. Il s'est déplacé à Ain el-Hammam. Il y avait une réunion pour que le PRS fasse un coup d'État et qu'il prenne le pouvoir. Et Ahmed les a dissuadés d'y aller vers un coup contre la légalité, un coup de force. Et c'est par suite à cela qu'il avait décidé de créer le FFS en 1963, en septembre 1963. Et donc finalement, Aït Ahmed était l'homme qui était contre les coups d'État depuis 63. En 63, en 92, en 62 aussi, Aït Ahmed, il est foncièrement attaché à la légitimité populaire. Pour lui, d'ailleurs, en 1948, quand il a été nommé déjà à la direction de l'OS. Et puis il était au niveau de la direction de l'OS, Mohamed Belouzdad était malade. Il était donc condamné pratiquement et c'est lui qui l'a remplacé. Et il faudrait peut-être le dire, c'est que la crise berbériste de 1949 a fait que une espèce de suspicion permanente autour des militants de la cause identitaire à l'intérieur du PPM-TLD ont focalisé sur la personnalité de M. Aït Ahmed, qui lui a valu d'être débarqué de l'OS et qui a été remplacé par M. Ben Bella. Il y a ça aussi. Et ce que je voulais dire juste, c'est-à-dire que lui, il a... En fait, pour moi, je pense que son œuvre, la plus grande œuvre, encore une fois, c'est le rapport de Zeddine. Il a tout fait dedans. Il a même analysé les échecs un petit peu de l'émir Abdelkader. Il a même réfléchi sur... Si, ça c'est... Je suis formel. Je vais demander quelque chose. Il faut qu'on aille vite si on veut survoler un peu tout. Oui, ce que je veux dire par là... Non, c'est-à-dire que lui, l'expérience précédente, où des régions se sont opposées à l'ordre colonial, quand vous prenez les Cheikh Bouamama, quand vous prenez l'émir Abdelkader, quand vous prenez la résistance d'Al-Mokrani, au-delà des résistants, ils défendaient tous un territoire, l'idée nationale n'était pas encore faite. Et M. Aït Ahmed, il déconstruit un peu, il explique pourquoi 1871 n'a pas abouti. Excusez-moi, c'est très important, parce que tout simplement, elle a été faite par les Djouab, c'est les notables, et que lui disait...
c'est les masses populaires, c'est la paysannerie. Donc déjà au niveau Pourtant, idéologique... lui-même est un jouet. Oui, il n'y a pas de souci. Lui-même est un joudi. Oui, mais le souci est là aussi. Et je vous assure que c'est très important, et c'est peut-être ces sentiments de gauche, et comme vous dites, de socialiste jusqu'à sa mort. Saïd. Et nous allons passer à... Ethem disait qu'il fallait éviter la résurgence destructive dans le passé. Il est vrai, quand on analyse une situation à l'instant T, il y a lieu de s'en servir d'un certain nombre d'expériences pour pouvoir dégager à la fois une perspective. Ethem, c'est un homme de propositions. Ethem, c'est un homme qui sait dépasser les situations et qui sait effectivement, et à chaque moment de crise, que ce soit du mouvement national, que ce soit après l'indépendance, il a su trouver à la fois les mots et la proposition politique, donner un sens politique à tous les événements et à toutes les crises. Ce qui fait un peu aussi sa singularité. En 1960, quand il était incarcéré et qu'il y avait eu effectivement cet accord de multipartisme, c'est de là que la crise que nous vivons, ça, c'est bien sûr qu'il y a l'été 62, bien sûr qu'il y a le congrès aussi de Tripoli. Bien sûr, nous allons essayer de passer à plus factuel parce que... Alors, il s'évade, il part à l'étranger. Il reste combien? 25 ans? Non, donc, 23. En fait, juste revenir comme sur un point. D'abord, pour les chefs historiques, il y avait 9. Les 3 de la délégation extérieure. Oui. Aït Hamed, Khidr Et Ben Bella, plus les 6. C'est pour ça qu'on parle des 6 et des 9. Ouais, c'est 9, les 9 chefs historiques. Ça, c'est les pères fondateurs de la nation. Absolument. Voilà, ça reste, c'est important pour l'histoire. Oui. Il ne faut pas perdre de vue aussi l'idée de la création du GPRA. C'est Aït Hamed, encore une fois. Il faut créer un gouvernement provisoire pour peser, pour aller faire de l'action diplomatique. Et ça succédait au CCE. Voilà. C'est le CCE qui s'est transformé en GPRA. Ça, l'action diplomatique, vous en avez parlé, je ne reviens pas. Et le multipartisme, on en revient. Donc, après son évasion, en 1966, il est à l'étranger. Et avec certains amis, ils essaient de relancer l'action politique, normalement, et surtout Ali Msili, El Hafid et d'autres. Et ça va être la traversée du désert parce que le parti, le gouvernement, le pouvoir de Boumedienne, militariste, policier, avec sa ASM, étouffera toute voix dissonante. Et là, donc, la résistance... Kirim Belkacem et Khidr ont payé le prix. Kirim Belkacem, donc, il sera poursuivi, pourchassé jusqu'à son élimination. On élimine Khidr. Tout à fait, c'est pour ça que je dis dans la continuité de ce que disait Saïd. C'était à l'époque, si vous voulez, donc pour les opposants au régime, c'était une période atroce, quoi. Donc, c'était rare ceux qui ont survécu. Il fallait attendre. Expliquez-moi une chose avant de revenir à ce parcours. Comment se fait-il que de tels hommes, de tels géants, des hommes aussi inspirés, aussi portés, n'ont-ils pas pu se faire suivre de leur peuple, alors que des gens comme Boumedienne et d'autres qui ont squatté l'histoire, qui l'ont violenté, qui sont installés à la tête du pouvoir par des coups de force, des coups d'État, ont fini par être applaudis, pleurer à leur mort. Oui, ça, je te conseille de lire peut-être la psychologie des foules ou la psychologie des masses. Il y a des spécialistes. Il y a des mises sous condition. Voilà, donc le conditionnement, Staline, le petit père a été pleuré, les dictateurs sont pleurés, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on conditionne et tout ça... Vous avez vu le titre de l'écho d'Alger quand Aït Hamed a été arrêté? Le traître. Le traître Aït Hamed arrêté... C'est incroyable. L'écho d'Alger, regardez, l'ANP capture le traître Aït Hamed, alors que l'écho d'Alger, c'était un journal progressiste. L'écho d'Alger, c'est un journal... Alger républicain. C'est Alger. C'est un petit révélateur, de toute manière. Oui, pardon. Si tu permets, par rapport à cette... Effectivement, non pas simplement être pleuré ou la manipulation des masses, il y a aussi Chomsky qui a travaillé sur la question, la stratégie de la manipulation des masses. Mais Aït Hamed répond aussi. Il y a une question qui lui a été posée dans une télé, dans une autre télé. Ils lui ont dit, mais comment se fait-il que vous n'êtes pas arrivé alors que les autres arrivent? Aït Hamed répond, il disait, moi je ne suis pas un intrigant. Je
je ne connais pas l'intrigue. Moi, je construis... ce qui m'importe, c'est le peuple algérien et les souffrances du peuple, et non pas arriver au pouvoir ou gagner. Et d'ailleurs, la fameuse phrase qui matérialise complètement, qui donne un sens profond à cet attachement à la légitimité, réellement, c'est... au peuple, c'est celle qu'il avait donnée quand on lui a proposé. Je le répète encore une fois, c'est très important. La magistrature suprême, il avait répondu en disant « Moi, j'ai des convictions. Moi, je ne peux pas accepter toutes vos manigances, toutes vos manipulations. Je ne vais pas accepter à ce que je sois à la solde des putschistes. » Et nous allons écouter une vidéo, quitte à revenir après, une vidéo, nous allons donc sauter une large partie, son exil, le retour en Algérie en 1989, son implication dans les présidentielles. Mais nous allons écouter cette vidéo pour rejoindre ce que disait Saïd. Oui, c'est le général, comment il s'appelle, Nezzar. Il s'était étonné que je n'ai pas accepté d'être chef de l'État. Il tombait des nues. Il pensait que, comment refuser d'être honoré. Mais je vais être comme ça, je vais avaliser toutes leurs décisions, toutes leurs politiques, tous leurs massacres, tous les effets de destruction et de déshonneur de notre pays. Comment voulez-vous que... J'ai été frappé par le fait que l'ex-ministre des droits de l'homme, qui était chef de la Fédération de France, m'a dit on lui a proposé d'être... Il a refusé. On lui a proposé d'être président. C'est quoi ça? Moi, j'ai mes convictions. Ce qui m'importe, ce sont les souffrances du peuple algérien. Vous savez comment il parle de Nezzar? Comment il s'appelle, lui? Il a dit... Oui, tout à fait. Comment il s'appelle? Oui, mais il lui a asséné la plus grande... il lui a asséné la réponse la plus magistrale. C'est quand il lui a dit entre vous et Nezzar lui a dit entre vous et nous, il n'y a rien. Monsieur Ahmed lui avait dit entre vous et nous, il y a un fleuve de sang. Ouais. Au-delà, il était imprégné d'une rectitude morale. Mais ce que l'on oublie, je parle sous contrôle de Saïd encore une fois, puisqu'il a vécu très près de M. Hussein Ahmed, Allah yarhamou, c'est que les gens ignorent aussi, au-delà de son intellectualité, de son sens politique, de son sens tactique, c'était un homme d'appareil. C'était un homme d'appareil et il était... ça, c'est le fruit de son parcours. Ouais. C'est à la fois un homme d'appareil et c'est à la fois un homme politique qui a une vision, qui a un cap et qui n'a jamais dérogé, mais jamais au grand jamais, de ses profondes convictions. Alors, je vais vous corriger parce que rapidement, non, d'être compris comme apparatchik, c'est pas le cas. Non, c'est pas ça, pas un homme d'appareil dans le sens où il était complètement démocratique, il n'y a pas de souci. Mais un homme d'appareil dans le sens où il était à l'écoute de tout, pas dans le sens d'appareil organique. Il est plutôt ceci dit, réellement, parce que la décision d'Aïd Ahmed de dénoncer l'arrêt du processus électoral, elle était collégiale. Ça, je témoigne, en tant que membre de cette direction, nous avons été unanimes, nous avons aussi, je crois qu'on va prendre un peu d'Aïd Ahmed, on ne va pas tout lui laisser à lui tout seul, lui, il veut bien aussi... C'est dit tellement de manière affectueuse. Ouais, vous m'amenez justement là où je voulais arriver, parce que malheureusement, nous ne pourrons pas aborder cette longue période de son exil, de son retour en Algérie, de cette tentative de passer par les urnes, de son retrait... mais nous allons arriver à l'interruption du processus électoral. Nous allons d'abord écouter cet extrait. Le chef du gouvernement, qui a géré l'état de siège pendant 4 mois, n'a pas tenu sa promesse d'élections législatives libres, propres et honnêtes, trop occupé qu'il était à se préparer une majorité présidentielle. Une fois de plus, les Algériens et Algériennes assistent épuisés aux luttes de sérail. C'est en définitive leur avenir démocratique qui en supporte les conséquences. On ne fera croire à personne que stopper un processus électoral chèrement acquis est une avancée de la démocratie. Je vous remercie. Vous portez la même écharpe, Saïd Akli. Exactement. C'est peut-être son héritier. Alors, je voulais vous demander quelque chose.
Comment se fait-il que cet homme de conviction, c'est un homme de conviction, profondément ancré à gauche, profondément anti-intégriste, d'ailleurs il disait ni État policier ni État intégriste, a-t-il pu se démarquer de ces soi-disant démocrates qui appelaient à l'éradication de l'islamisme, voire même qui avaient justifié les massacres en disant qu'on ne fait pas de guerre avec des gants blancs? Comment a-t-il pu donc non seulement dénoncer l'interruption du processus électoral, mais aller à Sant'Egidio, plaider pour la cause des islamistes dont il a dit qu'ils ont été élus légalement, démocratiquement? Oui, parce que qu'est-ce qu'on attend d'un homme politique? On attend une cohérence, une vision et une projection. Mise en perspective. Voilà, mise en perspective. Donc, Aït Ahmed était convaincu que ça va être un long apprentissage, un long processus, mais que le pays avait les capacités de se démocratiser, avait les capacités de créer une démocratie. Donc, c'était des valeurs portées par notre population. La preuve, nous avons fait une campagne électorale, nous avons beaucoup appris, et moi, je vais vous dire, on sentait, dès que les FFS sortaient un petit peu de ses bases, c'était la panique chez Condé, parce qu'on voulait garder... Le ghettoiser. Ghettoiser. Et Aït Ahmed, l'homme de conviction, savait que c'était un long processus, mais qu'il allait aboutir, parce qu'à la fin, ce sera un pays de prospérité, de stabilité. Et après, on a compris, lorsqu'on vous dit, on arrête le processus, parce que la théocratie, le régime islamiste, et la dictature islamiste, etc. Mais au bout de 30 ans, où est cette démocratie? Pourquoi vous avez arrêté? Donc, ces gens qui ont soutenu l'arrêt du processus, ils ont soutenu certains militaires, ils ont soutenu une hiérarchie, ils ont soutenu une nomenclature, ils ont soutenu des privilèges, et on revient à la case départ. Aït Ahmed avait cette vision. Saïd? C'est vrai que Aït Ahmed, c'est le révolutionnaire, Aït Ahmed, c'est le militant, Aït Ahmed, c'est l'humaniste. Aït Ahmed, c'est aussi le suffrage universel, il croit... c'est pour lui le droit d'avoir des droits, pour lui le suffrage universel, pour lui la voix du peuple, pour lui... Tout ça là, ce ne sont pas des mots vains. C'est une conviction profonde. Et en 1992, qu'est-ce qui s'était passé? Il se trouve qu'il y avait eu un certain nombre de conditions qui favorisaient déjà à ce que, sur le plan à la fois juridique et sur le plan à la fois d'aide et aussi à la fois sur le plan social, à ce qu'il y ait l'émergence, non pas de l'intégrisme, mais l'émergence de quelque chose qui allait donner la possibilité au régime de se pérenniser. Et lui, en étant un animal politique, il savait déjà qu'ils allaient utiliser cette situation comme rideau pour pouvoir se pérenniser. Donc, sa conviction, quand il avait fait la marche, d'ailleurs il l'avait dit dans une autre vidéo... C'est vrai que cette marche avait rassemblé 1 million de manifestants. Le 2 janvier... je pense que le minimum, oui. Le 2 janvier... c'est beaucoup plus que cela. Même au niveau de la charge symbolique, c'était énorme. Exactement. Parce si que on reste au niveau du symbole, parce que Aït Ahmed, c'est des événements et c'est des symboles aussi. Le symbole aujourd'hui, Aït Ahmed, pourquoi qu'il est si adulé par des millions d'Algériens? Parce qu'il a une intégrité morale, parce qu'il a une rectitude, une constance, une cohérence, comme décède tout à l'heure. Et en 1992, c'était l'erreur à ne pas faire. Et décède, il l'a si bien dit. 30 ans après, faisant le bilan. Finalement, c'est lui qui avait raison. Mais pas simplement qu'il avait raison. Le seul tort d'Aït Ahmed, c'était quoi? C'est d'avoir raison, c'est d'avoir raison trop tôt. Oui. Trop tôt. Et au jour d'aujourd'hui, 200 000 morts après. Sans compter les disparus. Aït Ahmed disait, et d'ailleurs dans le livre, il parle de l'islam que nous avons. Lui-même, il est issu d'une confrérie. Sa famille est issue d'une confrérie. Notre islam était l'islam humaniste, ainsi de suite. Mais il y avait l'instrumentalisation populiste du religieux, que lui-même, il n'adhérait pas, mais simplement le respect des droits de l'homme et de la personne humaine. Pour Aït Ahmed, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un fonds de commerce, mais c'est une conviction profonde. Et il l'avait dit, s'il y avait eu un deuxième tour, avec les abstentionnistes, avec
le report des voix, avec les accords qu'il pourrait y avoir. Avec des accords, notamment avec Hachani, qui appelait ses militants pendant le deuxième tour à ne pas voter pour le FIS, mais pour le FFS. D'ailleurs, paix à son âme, Hachani, quand on a posé la question à Aït Ahmed, à un certain moment, il disait n'arrêtez pas le processus électoral, je vais ramener des islamistes modérés avec lesquels vous pouvez discuter. Il avait répondu en disant Hachani. Je vous rappelle aussi, aujourd'hui, je rends hommage à Farhat Abbas, qui est décédé un certain 24 décembre. Aït Ahmed est décédé le 23 décembre et Farhat Abbas est décédé le 24 décembre. Regardez, y compris quelle coïncidence. Tout à fait. Edir, sur la même question. Comment Aït Ahmed n'a-t-il pas succombé aux sirènes éradicatrices de ceux qui agitaient l'épouvantail d'un retour au Moyen-Âge, l'Afghanistan? Je crois qu'il ne pouvait pas, parce que c'est un homme de conviction, encore une fois, c'est un homme de projet. Il avait la démocratie au cœur de son projet. Il avait une vision, je crois qu'il fait encore, il avait une vision historique des populations, malgré leurs différences. Il avait une vision historique. Et encore une fois, ça, il ne va pas très loin dans son approche et dans ses rapports avec lui. Il aurait pu dire certaines choses. Par contre, il a dit aussi, et tenez-vous bien, dans le rapport de Zeddine, certains disaient la lutte armée, on va éliminer les caïds, on va éliminer les commissaires de police, on va faire du terrorisme. Il leur a dit le terrorisme, c'est une impasse. Déjà, vous imaginez? Le terrorisme, c'est une impasse. Je ne pense pas qu'il faille résumer la vie de M. Aït Ahmed quand on la séquence comme ça. C'est une vie extraordinaire. Je crois qu'il faudrait beaucoup d'émissions pour le faire. Et je crois qu'il faut peut-être envisager de faire l'ensemble des Algériens, mais hors des services publics, faire un colloque, organiser un colloque sur la vie, le projet d'Aït Ahmed, sur sa vie politique. Et l'héritage aujourd'hui du FFS, il ne nous reste plus de temps, il reste 3 minutes, je vais vous les consacrer. L'héritage du FFS, aujourd'hui... Il a beaucoup insisté sur le rapport. Non, c'est pas pour te gêner, Saïd. Non, effectivement. Parce que juste, il faut voir aussi la référence bibliographique. Tout à fait, non. C'est Clausewitz, c'est Le Prince, c'est les humanités, les siècles de lumière. On est d'accord. Donc, un homme pétri de ses valeurs, de cette culture philosophique, ne peut pas déraper, ne peut pas, comment dirais-je, aller dans le putsch, ne peut pas aller dans la répression féroce. Je crois qu'il a dit à son vis-à-vis lors du procès, on n'est pas de la même nature, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, je voulais préciser quelque chose. La question que je vous pose, on voulait la poser aux gens du FFS, les actuels. L'Askri, Aouchiche, le représentant du FFS à Paris, qu'on a essayé de joindre. Ils ne répondent pas au téléphone. Ils peuvent vérifier sur leur téléphone qu'on a bien essayé de les appeler. Pourquoi? Moi, je vais vous poser une question de façon très crue. Pourquoi le FFS d'aujourd'hui n'est-il plus celui de Aït Ahmed? Et très loin d'être celui de Aït Ahmed. Écoutez, je crois quand même il faut démystifier les choses. Aït Ahmed a eu des positions, etc. Et à un certain moment, il me semble, sa distance, etc., surtout le deuxième exil, a pesé lourd. Et ce qui fait, dès lors qu'on est dans les luttes électoralistes, dans les luttes et tout ça, alors inévitablement, ce parti n'échappe pas à la normalisation. Pour moi, normalisation entre guillemets. Normalisation par le régime. Voilà. Intégré. Voilà. Intégré. Dès lors que vous acceptez le jeu électoraliste, la participation... Mais à ce point, ça a été le FFS qu'on a réussi à ghettoiser parce qu'il me représentait une grosse menace pour le régime. On a réussi à le ghettoiser à la seule Kabylie. Moi, j'en suis témoin. Dans ma région, on l'a empêché de s'installer. Vous ne savez pas, monsieur Boudiaf a bien dit, les Kabyles votent Kabyle. Ça a participé. J'ai beaucoup de respect pour monsieur Boudiaf. Mais le souci, c'est ça aussi. Oui, on paye les FFS qui était tellement beau, tellement représentatif, tellement prometteur, qui devient le FFS d'aujourd'hui. Oui, c'est incroyable. Les 20 ans aujourd'hui, peut-être c'est un autre débat. Où nous en sommes où? Parce que, bon, je dirais, la dernière image que je garde, moi, de ce cycle politique de post-indépendance, c'est l'enterrement d'Aït Ahmed. Ah oui, oui. C'est d'une émotion, d'une grandeur infinie. Mise à distance. Mise à distance, c'est-à-dire... Et puis, regardez, quand même lors de son décès, le peuple a reconnu cette gifle au régime. Oui. Non, je serai enterré dans mon village, parmi les miens, parmi les humbles. Oui. Et son testament en témoigne.
est éloquent. Et on avait chassé Sellel à l'époque, Premier ministre. Alors, il ne reste plus de temps. Alors, 1 minute chacun. 1 minute, vraiment. Vas-y. Non, pour revenir à ce que disait Saïd, le logiciel du FFS doit évidemment s'émanciper un petit peu. Le contexte n'est plus le même. L'image d'Aït Ahmed, par sa rectitude morale, par son sens démocratique, par l'amour du pays, par son niveau élevé de patriotisme, oui. Par contre, la direction du FFS, c'était en 2015, et je renvoie à une déclaration du Conseil national au mois d'août, où dans leur fameux objectif de consensus national, ils avaient écrit dans une résolution de leur Conseil national, ceci, je vous le redis dans l'esprit, pas à la lettre, nous n'avons pas encore identifié les personnes à l'intérieur du système pouvant accompagner la démarche de consensus national. C'est-à-dire que les dés sont pipés. Et vous savez que ce système, si vous lui donnez une phalange, il vous broie tout le bois. Et Saïd, 1 minute. Et Ahmed, c'est hier. Hier, c'est l'histoire et l'historique. C'est aujourd'hui, c'est des convictions, une construction. Et demain, c'est avoir cette capacité à dégager des perspectives et aller vers des propositions de construction. Vous savez, l'Algérie est au fond depuis comme la Yachi. Je présente à sa famille mes sincères condoléances. Il y a des hommes. Aujourd'hui, Aït Ahmed ne peut pas incarner par simplement un homme. Il peut être incarné par les Algériennes et les Algériens. Aït Ahmed ne peut être incarné que par des convictions, une rectitude, une morale, une éthique et des convictions. Et ne jamais prendre l'accessoire pour l'essentiel. Et c'est un jeune du FFS qui le dit, et c'est très prometteur. Mais nous allons sortir sur des images de Sellel, Premier ministre de l'époque qui était allé aux funérailles de Aït Ahmed, et regarder la réaction de la population. Merci Saïd Khlil, merci Saïd Aknin, merci Dirou Nouren, merci Tahar Khelfoun. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, salama.